De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus et nous recevons nos observateurs du mardi, à savoir Miguel Garin. Bonsoir Miguel. Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Nous avons aussi Mehdi Ahmed sur le plateau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs. Méline est de retour. Bonsoir Méline. Bonsoir Harold, bonsoir à tous. Ça va bien, toi? Oui, on fait aller tranquillement, tout doucement, tranquillement. Et nous avons un nouvel invité sur le plateau. Qui est-ce Miguel? Je dirais que c'est le patron de la prévention routière en Guadeloupe. C'est le patron de la prévention routière en Guadeloupe. Ok, et monsieur n'a pas un nom? Oui. Il va se présenter parce qu'il aime bien parler. Quelle bonne mémoire, on y est, la jeunesse. Ça sert à quelque chose. Oui, Gérard Bergeron, de la prévention routière. Donc en deuxième partie, justement, tu nous as préparé un petit sujet sécurité routière. On reviendra dessus. Par rapport aux radars qui vont bientôt venir. Et aussi, après, on va terminer par le petit défi canal pour faire gagner. Il y aura des choses à gagner. Il y aura des choses à gagner, ouais. Très bien. J'invite les téléspectateurs à appeler. Dis qu'on le savait. Tu peux dire qu'on le savait. Il y a Daryl en fait qui est en train de se faufiler. On te balance. Il y a Daryl qui est en train de se faufiler sur le plateau parce que Daryl c'est monsieur timing. La ponctualité c'est ton truc Daryl. Oh allez, mais attends, la semaine dernière il me semble que moi j'étais à l'heure et que monsieur dans les embouteillages d'ailleurs. On a eu des explications. Ah bon. Non mais attends. Non. Non, ça On avait eu des explications ou pas pourquoi c'était embouteillé la semaine dernière? Non, même un accident, un truc comme ça, ralentissement, comme d'habitude. Rien de particulier. Bon, Daryl arrive une fois à l'heure sur 10. Bonsoir tout le monde, je suis content de voir de nouvelles têtes sur le plateau TV et j'espère que le sujet qui est sur la sécurité routière sera justement bénéfique pour l'ensemble de la population. On en parlera en deuxième partie, à savoir comment on va être flashouillé par les nouvelles tourelles qui vont être livrées. Mais avant de parler de tout ça, la semaine dernière, Mehdi justement nous parlait d'applications pour aider à l'éducation des enfants. Et justement, tu avais préparé un petit micro-trottoir. Tout à fait. Donc, on était allé dans les rues avec Miguel et Anthony pour interroger la population à ce sujet, pour savoir si justement nos citoyens ils seraient prêts à utiliser ce genre d'application pour pouvoir éduquer leurs enfants. On part pour le micro-trottoir. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Moi, arrêtez d'aller. Je suis à la retraite. Fonctionnaire au ministère de la Justice. Cuisinier. Je fais des enfants. Est-ce que vous avez été à l'aise avec l'éducation de vos enfants? Est-ce que ça arrête, ça pas arrête? Non, pas du tout. Je ne vais pas trop aller. Je sais un moment bon, moment il va bon. J'ai bien éduqué mes enfants, je leur ai appris à travailler. Et tous les deux, ils travaillent. Puis nous, à faire dans la semaine, on tient en argent, ou alors il va aller tout le temps. Je me suis débrouillée toute seule et vous savez, la motivation, quand on a envie d'évoluer, on se motive soi-même. D'accord? On ne fait pas confiance aux autres, on fait confiance à soi. L'éducation, ça a quand même pas mal changé depuis des années. Je ne suis pas de la même génération, donc c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à refaire. L'éducation d'un enfant, ça vient déjà de la valeur d'éducation de ses parents. Si les parents veulent que leurs enfants arrivent, il faut que déjà, à la base, ils commencent par mettre les enfants sous les rails. Et après, ça va tout seul. Mais vous prenez le niveau de l'instruction de parents de nos jours, les parents n'ont pas été, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas été éduqués. C'est pour ça. Est-ce que vous, de votre point de vue, la nouvelle génération, vous sentez qu'ils ont vraiment plus besoin d'aide que vous, qui avez été transmis à ce niveau-là et que vous avez transmis? Au niveau de la nouvelle génération, les gens critiquent toujours. Mais moi, j'essaie d'analyser. Dans la mesure, quand Giscard est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné aux femmes seules l'attitude. Alors, ce qui est arrivé, les gens n'ont pas compris. Alors, ce que les enfants ont commencé à faire des enfants. Et quand des enfants font des enfants, ils sont encore assez matures. Alors, l'éducation en pâtit. Oui, bien sûr. Et la société même, il faut se poser la question, est-ce que la société fait tout ce qu'il faut? À la base, quand on n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie, on a du mal à gérer le reste. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un père et une mère qui m'ont élevé et qui m'ont donné. Donc, j'ai fait pareil, j'ai transmis. Pour transmettre, il faut avoir reçu. Tous les conseils que je peux donner, c'est donner de l'amour à ces enfants. Même vous qui arrivez, si vous n'en avez pas eu beaucoup, efforcez-vous d'en donner.
à vos enfants, parce que c'est grâce à ça qu'il va évoluer. Dans tous les pays, même s'ils sont pauvres, quand on a de l'amour, on avance. La génération qui est actuellement à l'école, en tout cas, ils voient tellement de choses avec tous les réseaux, Internet, etc., qu'ils attendent une éducation plus différenciée et pas un truc où il faut rentrer dans le moule ou alors tu es en dehors du système et ça marche pas pour toi. Plutôt un accompagnement diversifié et qui prenne en compte les spécificités de chacun, les histoires de chacun, les facilités ou les difficultés de chacun, etc. Parce qu'il y a des applications notamment, mais c'est plus pour les parents. Hein, mais si jamais ils voient qu'il y a un mal-être avec les enfants, ils peuvent poser des questions à ce sujet pour avoir des conseils pour mieux l'accompagner. Est-ce que vous voyez ça de bon œil? Comme on dit, si c'est bien accompagné, bien encadré, si le parent il est là, il prend le temps avec l'enfant, oui, ça peut être bien, mais voilà. Moi, rien ne remplace un parent. L'éducation de mon enfant commence par moi d'abord. C'est dans la famille, au sein de la famille. Après l'école. On a tendance à mettre l'école avant, mais pour moi, c'est avant l'école. C'est d'abord la famille, la base, c'est la famille. Et la technologie pour l'éducation, non. Ça peut avoir un intérêt parce que moi aussi, des fois, je vais chercher parfois des réponses. Mais je dirais toujours la famille vient en avant. Moi, je n'ai pas spécialement connu ça par le passé. C'est vrai qu'ils sont très accros au téléphone et surtout pour s'en débarrasser un peu, les parents les mettre devant le téléphone pour avoir un peu la paix. Et bon, je ne suis pas trop adepte de ce système. J'essaie de la captiver au maximum par mes propres moyens, en faisant des jeux ludiques, éducatifs, etc. Mais si c'est vraiment un truc, bon, on est quand même dans un nouvel ère, il faut quand même laisser la petite utiliser son téléphone de temps en temps, mais il faut être vigilant, il faut être présent et surveiller ça, quoi. Ce qui est primordial, c'est que, comme dit Freud, l'éducation de l'enfant se fait depuis le ventre de la maman. D'accord? Et progressivement, c'est l'environnement qui construit l'enfant. D'accord? Quand tu parles des nouvelles technologies, il y a l'intelligence artificielle qui va faire beaucoup de dégâts. Vous faites quoi là actuellement? On fait une quête pour les suspendus du CHU et les infirmières libéraux, tout le monde. Ça fait 18 mois qu'on est là. Est-ce que vous sentez que la population a vraiment envie de vous aider actuellement? Ils viennent. Quand on fait des meetings, tout ça, ils sont là. Quand on fait des marches, ils sont là. Mais j'aurais souhaité quand même que la population se mette plus... Parfois, on parlait bien. Hein. Oui, que la population se mette vraiment avec nous, quoi, parce qu'on en a besoin vraiment. Les suspendus de la Guadeloupe. Donc suspendus sans salaire depuis 17 mois, là maintenant, hein, un peu plus de 17 mois. Donc qui soignants, qui non soignants, parce qu'il y a des administratifs aussi qui sont suspendus, il n'y a pas que les soignants. Les libéraux, donc voilà. Donc c'est pour ça que nous avons fait ça. Et puis nous à Trois Chariots, là, hein, ces clients-là qui soutiennent nous, hein, c'est ça nous avons, hein, c'est pour ça nous avons que la population-là bienvenue. Donc ça a fait nous chaud au cœur et nous avons discuté, nous avons échangé aussi avec eux. Et une idée qui n'est pas bas, mais nous avons échangé avec eux et ça c'est le principal. Yo piqué ou engager les gens qui partaient pour un vaccin là avant, qui j'en vous senti? On nous a laissé ces gens en parler. Mais oui, il faut laisser nous à 6 ans là en nous. Yo a dans taille, nous a dans nous. Nous avons continué à en nous. Yo même yo mêlé, nous savons que la situation là terrible pour les collègues qui travaillent, hein, et puis surtout pour les patients, parce que nous attendons, hein, que ça n'est pas facile pour eux ni rendez-vous, se faire soigner, etc. Donc nous sommes obligés de craquer. Nous bien du bout, nous payons craquer 18 mois. Ah oui. Mais qu'est-ce que bon? Un mois de plus. Plus que ce que c'est. Non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un autre message peut-être à faire passer ou pas du tout? Non, au contraire, il faut ouvrir des structures qui accueillent les enfants, surtout le plus jeune âge. Moi qui ai vécu sur Paris, je connais ce qu'on appelle des ludothèques. Ce sont des endroits où les enfants ils peuvent venir jouer jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Il y a des jeux de société, il y a plein de choses. Donc ça, s'il y en avait en Guadeloupe, ce serait top. Excusez-moi, mais... pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Pas ni pense aussi, en tout cas. Les gens ont coopéré. Oui, en globalité. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeunes comme Méline le faisait remarquer. Les jeunes refusaient de répondre? Ouais, il n'y en a eu qu'une seule, mais elle cachait son visage, elle ne voulait pas trop en parler, donc bon. C'est comme ça. Hein. Ils sont pas encore en mode trop parents, quoi. Ouais, je pense. Et puis bon, il y a d'autres problèmes dans la vie quand on est jeune, donc je pense que... Des problèmes d'occupation, je pense. Non. D'autres gens d'occupation. Non, mais parce qu'en fait, la manière dont elle a répondu, pour moi, c'est un problème pour elle. Donc après, bon. Mais voilà, en tout cas... Peut-être l'effet télé aussi.
Ouais, peut-être aussi. Oui, ça effraie un peu. Alors, on va se tourner vers monsieur. Est-ce que vous... Oh bon, je pense que tes enfants sont déjà grands quand même. Quel âge Quel âge 30, 40 donc. Ah oui, 30, 40. Ah, tu as déjà fini. Tu es déjà en retraite à ce niveau-là, ça c'est clair et précis. Mais est-ce que, à l'époque, si effectivement tu avais accès, est-ce que tu aurais utilisé peut-être les nouvelles technologies, les applications, les choses comme ça, pour t'aider à éduquer tes enfants? Oui, mais c'est la vie, hein, la vie continue. Ça, si on veut, bon, avant, donc on travaillait sans maintenant. Le monde, c'est avec ce matériel, donc... Tu aurais pris le pli? Ben oui, ben oui. Ok. Vivre avec son temps. Oui, c'est ça. Vivre avec son temps? Appréhender l'évolution, se l'approprier, je pense que... C'est peut-être donc recevoir, bon c'est Miguel qui n'était pas trop d'accord avec ça, sur le fait de recevoir des conseils par le biais d'une machine, pour t'aider à éduquer tes enfants. Après c'est toujours des outils, c'est des indications, c'est une voie. Après tu l'apprends pas, c'est ton choix. Après la machine, je sais pas quest fonctionnement a été renseigné par un être humain. Oui, et pour le coup, donc au final, le site en question c'est des psychologues qui sont derrière, voilà. Donc a priori bon, pas trop. Redis-nous le site du coup. Parents Up. Parents Up. Si vous voulez des conseils, si vous avez des difficultés avec votre enfant, si vous ne comprenez pas ses réactions. Oui, comme en anglais. Up. Ouais. Pas comme hip-hop. Avec un H-O. Non. Parents UP. Parents Up. On va te démissionner de ta carrière de... Play Store? Non, on va te démissionner de ta carrière de comique. C'est un site internet. Ouais, c'est un site internet. Il faudra créer un compte, etc. Donc voilà. En tout. C'est gratuit? Oui. Gratuit. La seule chose qui me turlupine, c'est qu'il y a toujours cet aspect où ce sont sans des psychologues, mais à chaque fois je me dis, oui, où est-ce qu'ils ont appris leur domaine? Parce que je sais que d'un pays à un autre, c'est pas la même manière de réagir par rapport à telle situation. On avait déjà eu le cas où on disait que oui, les psychologues hexagonaux n'ont rien à voir avec les psychologues, on va dire, locaux, ici en Guadeloupe. Locaux, des Antilles, voire même des Noirs américains. Ils ont une manière de voir les choses différentes. Donc c'est à se poser la question, est-ce que ce sera adapté? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de global ou ça reste quelque chose de spécifique? Est-ce que dans ton profil, tu dois mettre peut-être, je sais pas moi, famille antillaise? Est-ce qu'il y a des options? Il faudrait voir s'il y a des options. Ouais, il faudrait voir, mais en tout cas, c'est vrai que bon, le site, c'est des Toulousains qui sont derrière. Après, bon, je pense pas qu'il y ait des spécificités locales en fonction de chaque région, mais c'est vrai que ça a étudié, peut-être pour d'autres versions. Parce qu'on veut te donner une recette qui est adaptée pour Toulouse, mais qui ne fonctionne pas forcément bien ici. Mais en tout cas, à tester, donc Parents Up, une application à tester si vous rencontrez des difficultés avec vos enfants. Daryl, j'ai fortement pensé à toi aujourd'hui, puisque sur Twitter, il y a le ministre du Travail, Bruno Le Maire, qui a utilisé ChatGPT 4 et qui a fait un discours, et justement, il était bluffé par la teneur du discours réalisé par l'IA. Je t'avouerai que je suis un peu frustré de cette IA parce que... T'es frustré? Du fait qu'elle est trop polie actuellement et je trouve que c'est dommage. Moi, je voulais qu'elle reprenne une chanson de Damso. Et comme Damso, lui, il est un peu dans le sec, dans l'amour cru, etc. Dans l'amour cru. Tout ce qui avait un rapport avec quelque chose de trop cru, ben, il remplaçait ça par quelque chose de beaucoup plus doux. Et je suis là, mais ça n'a strictement... Donc ils ont fait un chat GPT politiquement correct, en fait. Oui, politiquement correct. Et c'est pour ça que je ne comprends pas un peu le rôle de l'Italie, qui estimait que oui, étant donné qu'il n'y a pas de limite d'âge justement pour protéger les enfants, etc., il ne souhaitait pas que ça aussi. Oui, mais c'est ce qui a été mis en avant en priorité. Et je me suis dit, mais vu comment l'applique, enfin l'IA est très polie, voilà quoi, laisser l'enfant, enfin même si l'enfant tape tout et n'importe quoi, elle va lui répondre de manière peut-être trop technique si l'enfant ne sait pas poser les bonnes questions, mais il aura une réponse véritable quoi. Alors, parce que la question se posait surtout le fait d'avoir le droit d'utiliser une aussi grande base de données pour entraîner l'intelligence. Donc c'est surtout pour ça, je pense que ça... C'est vrai, il y avait cet aspect de, voilà, les gens posent des questions, il y a est-ce qu'ils ont le droit améliore son intelligence grâce aux questions qui sont posées. C'est dit, vous la faites travailler, vous la formez. Et bientôt, elle sera hors de contrôle. Pour revenir sur ce qu'on a dit sur moteur, là, puisqu'on ne me laisse pas
me défendre. Je n'ai pas dit que je suis contre la technologie. J'ai dit que il ne faudrait pas que la technologie nous laisse devenir stupides et abrutis. C'est ce que j'ai dit. Nous rendre plus stupides. Oui, plus stupides. Soyons justes. On parle pas de moi, mais ni de personne sur ce plateau, bien entendu. Ok. Alors, non, en fait, juste ce que je voulais dire par rapport à ChatGPT, tout ça, et pour appuyer mes propos, c'est tellement fantastique que du coup, il y a une IA qui a suggéré à un individu d'aller se suicider. Ah ben non, mais c'est pas ChatGPT. J'ai jamais dit que c'était ChatGPT, j'ai dit que c'était une IA. Et comment l'IA en est venue à lui dire ce serait bien? Il faut remettre le contexte. Le contexte est le suivant, c'est-à-dire que ce monsieur, c'est un monsieur qui discutait avec une IA, qui lui a raconté toute sa vie, etc., ses problèmes, etc., qu'il était anxieux, tout ça. Et au bout d'un moment, on va dire que l'IA lui a suggéré, ou en tout cas laissé ou appuyer ses propos, comme quoi il serait plus logique qu'il mette fin à ses jours. Moi, ce qui me gêne avec ça, c'est... Donc en fait, l'IA il serait plus logique. Il n'est pas dit où sauter, mais bon. Non. Bref. Mais l'IA en fait te dit concrètement, mon gars, t'as une vie de merde. Par rapport à l'histoire que tu lui as racontée, c'est pour ça quand tu parles d'alimenter une base de données, c'est ça. C'est-à-dire que tu lui as raconté toute une histoire lui faisant comprendre que ta vie est merdique. Donc forcément, il va te dire, moi si j'étais à ta place, j'aurais déjà sauté. Mais toi, tu es toujours là. C'est pas visible, c'est ChatGPT. Franchement, c'est pas. Non, c'est pas ChatGPT. C'est une autre IA. Sauf que la question que je me pose, parce que j'ai entendu cette histoire-là, mais à chaque fois je me pose la question, mais c'était quelle IA justement qui a sorti ça? Et jusqu'à présent, j'ai pas encore le nom. C'est une dame, j'oublie son nom. C'est peut-être une légende. C'est ça le problème de. Mais l'IA, c'est une dame, c'est pour ça. C'est que comme il n'y a pas le nom de l'entreprise qui est derrière cette IA, donc pour moi, pour le moment, ça reste que de la rumeur. Non, j'avoue que j'ai pas vu ça passer. Ça m'intrigue quand même. Oui, mais moi j'ai cherché et tout, et je me suis dit tiens, j'ai pas trouvé, à part sous des forums, des personnes qui en parlaient, donc je me suis dit bon. Normalement, je vois mal un journal ne pas se saisir de ce genre d'affaires. Après, si je me trompe. C'est quand même assez spécial qu'une intelligence artificielle te suggère d'aller te suicider. Il faut bien comprendre que jusqu'à présent, si notre technologie est arrivée à ce stade-là, c'est que nous l'avons tous de manière indirecte, que ce soit Google ou des moteurs de recherche, Facebook, Instagram et tout. Pourquoi ils ont réussi à s'améliorer? C'est grâce à ces utilisateurs. Et ça, c'est valable pour tout et n'importe quel type d'entreprise. Si une entreprise s'améliore, c'est grâce à ses clients. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que, voilà... Chatbot Elisa. Ah, c'est Chatbot Elisa? Oui, tu connais pas? C'est quelle entreprise? C'est pas Apple, ça? Par contre, tu te demandes beaucoup, là, franchement. Donc, c'est le Chatbot Elisa qui te dit... Répondez-vous. Il n'a pas dit répondez-vous. Oui, entre guillemets. Il serait plus logique. Non, mais il y a une grande différence. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il y a une grande différence. Mais on peut en parler une autre fois. Là, on va parler maintenant, je pense, de la sécurité routière parce que c'est pas. Bon, deuxième partie alors. Deuxième partie. Tu es trop pressé. Mais c'est vous-même qui dites deuxième partie. Donc on attendra la deuxième partie. Il y avait une autre petite question que je voulais vous poser justement avant la coupure pub. Ne vous sentez pas gêné, n'est-il pas? Mais Emmanuel Macron, suite à la Convention citoyenne justement sur la fin de vie, a annoncé qu'un projet de loi sera déposé d'ici la fin des vacances, donc d'ici la rentrée scolaire, pour le suicide assisté et l'euthanasie. Qui serait effectivement, je sais pas, peut-être... La retraite. Enfin, le fait que, effectivement, si des gens. Juste après la retraite. Le gars, après la réforme des retraites, il te fait une loi sur. Ça fait des économies pour l'État. Après, bref, bon. Non, mais c'est une question, de toute façon, certaines personnes le demandaient. Il y a beaucoup de débats autour de la fin de vie et surtout autour des soins palliatifs. Ouais. Donc, est-ce que toi, Daryl, arrivé à un certain âge ou peut-être à l'article de la fin, est-ce que tu opterais plus pour une mort naturelle avec souffrance incluse, douleur et consort, ou pour un suicide assisté Alors, moi, je répondrai pour ma personne et uniquement pour ma personne, car j'estime que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Moi, je serais prêt à endurer toutes les souffrances jusqu'à que mes yeux se ferment, tout simplement. Mort naturelle. Naturelle, ça peut être accident, tout ce que tu veux, mais en tout cas, de mon propre recherche, j'estime qu'on est là pour une durée sur cette planète.
Donc, même si je devrais avoir mal, etc., je préfère essayer de voir jusqu'au bout mes enfants ou ma femme, ma famille, etc. Jusqu'au dernier mois. En fait, ce que j'apprécie le plus jusqu'à mes derniers moments. Même si, pour cela, je vais devoir... Donc, pas de suicide. Voilà. Pas de suicide assisté, puisqu'on parle de suicide. Monsieur, qu'est-ce que vous choisissez? Mort naturelle ou bien suicide assisté? Ça dépend. Vous savez qu'on a ce phase de vie et quand on sent effectivement qu'on ne peut plus rien donner sur la terre, qu'on n'a rien à faire. C'est-à-dire que quelquefois, on est malade, mais on gêne les autres. Et, voilà, et les gens réfléchissent. Hein, pourquoi rester encore? Faire quoi? C'est vrai que des personnes en fin de vie ont leur accompagnant qui en général n'a plus de vie parce qu'il doit se Il y a plus de vie, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est, je ne sais pas, légumes, exemple, donc il fait quoi encore sur Terre? Voilà. Même lui, dans son fond intérieur, il dit ok, qu'est-ce que je fais là? Donc je gêne tout le monde. Donc il y a la souffrance, il y a le fait de gêner les autres. Ou encore une partie de sa famille. Donc autant y aller. Hein. Pour vous, autant y aller. Oui. Mais est-ce que votre famille sera d'accord? C'est ça? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça? Non, la question s'est pas encore posée, on n'a pas discuté de ça. Mais Jamais. Hein, pour l'instant, je ne vois pas l'obligation d'en discuter. Ah non, mais pour le président, il faut qu'on ait une culture de ça maintenant. Il faut qu'on en parle de plus en plus tôt pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on va faire à la fin. C'est ça. Parce qu'effectivement, on n'a pas. Moi, j'ai pas tellement envie de me poser la question pour l'un qui est mort. Qu'est-ce qui va se passer? C'est moins vivant avant. Voilà, tu es plutôt dans cette optique-là que de vouloir penser à ta mort. Mais effectivement, là, on nous dit de nous préparer à ça. Il faut qu'on se prépare à prendre une décision, à savoir est-ce que on accepte les médicaments pour mourir ou est-ce qu'on attend patiemment sa dernière heure. Mais ça, on ne peut pas savoir ça à l'avance. Par exemple, maintenant, je ne peux pas savoir ça. Mais qu'est-ce que vous voudriez, vous, si vous deviez faire un choix que votre famille devrait respecter? Est-ce que vous acceptez le suicide assisté ou vous refusez? Ça dit que maintenant, je ne vais pas répondre puisque je ne vais pas choisir. Ok. Voilà. Ok. Moi, je serai comme vous, un petit peu de prudence, je ne choisis rien du tout. on va attendre quelques années. Méline. Attends. Méline. C'est vrai que bon, la question ne se pose pas maintenant, mais si demain la situation devrait se présenter, ça dépendrait de l'état dans lequel je me trouve. Si c'est dans un état végétatif, comme monsieur disait, où je ne peux plus rien faire, je ne peux plus même voir ma fille, mes parents, peu importe, ma famille ou leurs parents, ça sert à quoi? Ça ne sert plus à rien en fait. On devient, comme disait monsieur, un poids en fait pour la famille. Après, c'est sûr qu'ils ne voudront peut-être pas prendre cette décision-là parce que, bon, c'est quand même un membre de la famille qui laisse partir. Il y a la culpabilité. En général, on ne veut pas. Voilà, c'est ça, on ne veut pas. C'est ce que je disais, on ne veut pas, donc bon. Mais si je ne vois plus l'état végétatif, non, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, pour moi, vivre comme ça, c'est pas vivre, en fait. C'est pas utile. Voilà. Donc, autant partir avant. Exactement. Je voudrais partir en santé, en étant bien debout, non, en possession de tous tes moyens. Façon, à un âge avancé, même à un âge avancé. Oui, voilà, mais non. Mais bien portante, quoi. Exactement. Après, si c'est de la maladie et que je peux toujours parler, etc., non. Non, je vais prendre ma souffrance. C'est vraiment le fait de ne plus rien pouvoir faire. Voilà, exactement. État végétatif ou c'est limite mort cérébrale. Enfin, on laisse sous assistance respiratoire les personnes qui sont en état de mort cérébrale, non. Non, ça ne sert à rien. Moi, franchement, je rejoins mes collègues sur le fait que c'est peut-être pas le moment d'en parler. En plus, je suis encore plus jeune. Mais mais c'est vrai que, bon, moi, je pars du principe qu'avec tout ce que je fais vivre à mon corps en ce moment, il ne va pas durer plus longtemps que 90 ans, etc. Donc, je pense que d'ici là, je vais mourir de manière... dans un stade qui n'est pas trop avancé. Où, tu fais du sport, voyons. Je fais du sport, mais... Je fais la fête aussi, quoi. Aussi, et qu'on l'a souffert, hein, à force. On a l'impression que j'en ai autre chose, alors que bon, bref. Non, mais et avec les années,
N'est-ce pas? Oui. Il y a tout qui se complique. Oui, moi, c'est clair. Même l'alimentation, c'est parce qu'on mange, etc. Bref, il y a beaucoup de facteurs. Parce qu'on mange, l'heure à laquelle on mange. Ouais, c'est vrai aussi. Parce qu'il faut le temps de digestion, si après tu as des problèmes gastriques et la vieillesse subite. Exactement. Donc, bon, je vais faire en sorte quand même d'accompagner mes futurs enfants, mais je pense que je vais mourir de manière... Avant même d'y penser, quoi. Avant même d'y penser. Ouais. Toi, tu veux être surpris, toi. Tu veux que la vie te surprenne. Spontanéité. Et Miguel pour la fin. Ça va être bref, je sais pas. Allez, au revoir. Non, bref, non, c'était une blague. Calme-toi. Bref, donc je disais, moi, ce que j'ai aimé qu'on souligne quand même, c'est que le gouvernement se soucie de comment on va mourir, mais il ne se soucie pas de comment on va bien vivre. Comment on va bien vivre. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et après, en ce qui concerne le choix de comment je vais mourir, quand est-ce que je vais mourir, c'est quand même un peu narcissique quand même de choisir le jour de sa mort. De choisir le jour de sa mort, tout en sachant que même en état végétatif, ou je sais pas quoi, de légumes comme on dit, on ne sait pas à quoi le parent pense. Hein. Donc moi je me demande, est-ce que peut-être le parent, ça le fait pas, peut-être, c'est pas entre guillemets ce qui le tient de voir qu'il y a sa famille autour de lui. Des gens qui reconnaissent ou presque pas. Mais c'est pour ça que je te dis, ça dépend dans quel état vraiment tu es. Si tu es en état de mort cérébrale, tu vois rien du tout en fait. Donc en fait, toi, limite, tu tiens la vie parce qu'il y a ta famille autour de toi et eux ils sont là. Bon, allez, on le tue. Non, en général, c'est plutôt l'inverse. On veut garder son proche et donc on veut qu'on mette des médicaments. Mais c'est ce qu'ils nous demandent de faire en parlant de culture. Quand tu parles de culture, ça veut dire que c'est tout le monde en fait qui va prendre entre guillemets cette décision. Donc quand tu parles de culture, ça veut dire que on va partir dans ce genre de non, mais je pense qu'il veut en fait, tu vois, c'est comme le don d'organes en fait, qu'il faut parler de ça avec tes proches pour que si un jour malheureusement ça arrive, on sache à peu près quoi faire. Exactement. Parce que souvent on met pas ça par écrit. Donc ça peut être très compliqué et on est très émotif dans ces moments-là, dans les hôpitaux, tout ça, on pète un câble. Donc vaut mieux peut-être l'anticiper, quitte à ne pas le faire. Hein. On se quitte pour une page de publicité et on revient avec nos invités en plateau et on parlera sécurité routière. Et il y aura aussi le défi canal, il faut qu'on le fasse. Des choses à gagner. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Mehdi, Méline, Daryl et Miguel. Et nous avons également Gérard Bergeron, président de la prévention routière. Rebonsoir monsieur Bergeron. Oui, bonsoir. Alors, Miguel, effectivement, a souhaité votre présence sur le plateau pour parler donc prévention routière. Oui. D'où ça t'est venu, Miguel? J'ai entendu un ami... du préfet ou le préfet qui disait que les radars tourelles allaient revenir. Il est au courant du deuxième trimestre, c'est-à-dire quelque chose comme ça. C'était vraiment... Deuxième trimestre 2023, a priori. J'étais vraiment heureux. Donc le mois prochain. D'ici le mois prochain, des radars devraient refleurir sur nos routes. D'accord. Du coup, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas faire une petite présentation à la population pour qu'ils puissent être au fait de certaines choses. Donc, on part sur les diapos. Voilà, donc... voilà, c'est la première chose auquel j'ai pensé. Toujours décalé, hein. Radar, le retour des feux de joie, n'est-il pas, hein. On salue Radarman qui nous a fait un petit tour, puisque Kérosène ne s'est pas marié en réalité, hein, c'était pour un clip. Hein. Donc on s'est bien fait avoir par Adrien Baron, le maire de Sainte-Rose, et l'artiste en question. Vas-y. Enfin, bref, du coup, en fait, c'est quoi un radar ? En tout cas, les radars contrôle de vitesse fixe, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est les petites boîtes qu'on pouvait, on va dire, reconnaître et savoir à quel moment on allait se faire flasher ou pas. Et en gros, ils mettaient ça pour déjà dissuader les gens à rouler vite. Et aussi contrôler ceux qui voulaient défier les radars. Voilà, donc ça c'était avant. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis en place une espèce de petite boîte là, en hauteur qui était inaccessible, puisque les premiers étaient un petit peu plus accessibles. Les petits radars tourelles. Et en fait, concrètement, ces radars tourelles là, en fait, ils ont une petite spécificité. En tout cas, la spécificité qui m'intéresse moi et que je vais présenter, c'est que a priori, par exemple, tu peux avoir 10 radars et en vérité, il n'y a que 5 qui peuvent te flasher. Mais comme
toi, t'as pas envie de prendre ton PV, tu vas ralentir à tous les... Oui, mais ils ont prévenu, hein, quand ils ont fait la grosse phase d'installation sur les 100 radars, ils ont dit qu'il y en a des vrais et qu'il y avait aussi des leurres. Mais en tout cas, qu'ils changent de place, hein, puisque la préfecture change les radars de place. Hein, donc un leurre ne l'est pas forcément pendant toute l'année. Si vous voulez rajouter quelque chose... Monsieur Bergeron. Il y a un truc que je voudrais juste rajouter, c'est que ces nouveaux radars permettent, si tu veux, de flasher les voitures sans nécessairement avoir besoin de système lumineux pour pouvoir voir la plaque d'immatriculation des voitures, parce qu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à mettre une petite bombe réfléchissante qui faisait que lorsque le flash s'actionnait, ben, tu voyais rien du tout, effet miroir direct. Donc là, le flash, au moins, on savait qu'on avait une amende qui arriverait, mais là, c'est vrai qu'avec les nouveaux modèles de radar, c'est la surprise totale et complète. Hein. Exactement. Monsieur Bergeron. Oui, donc c'est vrai que les radars retournent, mais est-ce qu'il faut avoir peur des radars? Moi, je dis non. C'est pas que je les aime, hein, mais... Vous respectez la limitation de vitesse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le code de la route. Le code de la route prévoit tout. Hein? C'est pas la vitesse, même toutes les routes sont limitées. C'est-à-dire que même sans panneau, hein? Donc l'autoroute 130 ou voie rapide 110 et hors agglomération et sur de campagne 90, en agglomération 50, etc. Donc si on les respecte, on n'a pas besoin d'avoir peur des radars. Oui, c'est simple à dire. Oui, mais c'est chiant. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Ça nous fait chier. Voilà, on en a marre. Parce que déjà, on n'a pas de la limitation autoroute, donc pour nous les 130 à notre cap. On a le 110, ok, mais on a des moteurs qui montent à 200. Donc, il faut quand même, moi je comprends quand même ceux qui ont des voitures, même pas forcément puissantes, mais quand ton cadran te permet de monter, bon... Tu vas monter, monsieur Bergeron, quand même. Non, une voiture puissante n'est pas obligatoirement faite pour rouler vite. Ils sont faits pour se déplacer. Oui, exemple, je fais un dépassement. Ça veut dire que ces véhicules, effectivement, sont beaucoup plus en sécurité dans un dépassement que, par exemple, une 2 chevaux. Hein? Ces 2 chevaux, pour dépasser une voiture, exemple, il va prendre 5 minutes pour faire un dépassement. Alors que vous avez un moteur puissant, vous faites ça en 1 seconde. Donc vous avez le temps de vous rabattre, de vous remettre devant. Donc, ouais, mais je n'aurais pas une 500 chevaux juste pour dépasser. Utilisez-la à bon escient. Oui, mais je ne vais pas prendre une grosse voiture juste pour dépasser, monsieur Bergeron. Lorsque nous passons tous le permis de conduire, il y a le premier facteur qu'on nous met en avant, c'est la responsabilité du conducteur. C'est-à-dire qu'on t'apprend tout ce que tu as à savoir pour pouvoir justement aller sur la route avec justement les codes à respecter et malheureusement, force est de constater que ce n'est pas souvent le cas. Donc tu ne dépasses jamais 110 ? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Mais le seul souci que j'ai avec, si tu veux, la punition qu'on donne aux conducteurs, c'est que, d'ailleurs, ils ont fait un geste en disant que oui, maintenant, si vous dépassez de 10 km/h, vous ne serez plus puni de cela. Après, 10 km... Non, justement, c'est 5. Justement, Daryl, je vais te donner une précision. 10% de la vitesse autorisée. 10% de la vitesse autorisée. Juste pour savoir, en fait, concrètement, je vais faire un petit résumé. En gros, les radars, ils sont placés à des zones où il y a beaucoup d'accidents, des zones où il y a... Est-ce que c'est vrai? Ça, justement. Laissez-moi parler. Oui. Mais nous posons la question là quand même. Ouais. Donc, c'est des zones où il y a beaucoup d'accidents, des zones où normalement il y a des passages de population, enfin des enfants, etc. En gros, c'est ça. Des zones où il faut faire attention. Après, est-ce que c'est bien estimé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous en Guadeloupe, on fait ça. Et en Martinique aussi, on fait ça. Parce que figure-toi, après je vais regarder ça sur Internet. Est-ce qu'il y a une carte avec, tu vois, des effets de couleur où tout le monde, là où il y a le plus d'accidents. Voilà, les zones accidentogènes. Ouais. Parce que pour l'eau, justement, ils ont réussi à faire ce genre d'application où tu vois là où il y a les fuites. Mais pour les accidents, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'en Guadeloupe, il y avait déjà eu, j'oublie le nom de la structure qui est tout le temps sous Guadeloupe Première, qui donne... les infos sur la route. Trafiquera. Voilà. Est-ce qu'eux-mêmes, ils mettent à disposition justement ce genre d'informations pour qu'on puisse savoir à peu près, voilà. Effectivement, est-ce que c'est vrai ou pas du tout? Parce que souvent on nous dit oui, c'est accidentogène, c'est parce qu'il y a le radar là, mais je me dis, mais c'est bizarre, j'ai jamais vu d'accident par là. Mais par contre, à d'autres endroits, oui. Je suis pas sûr, mais
dans le cadre de notre master, on devait utiliser des API, des trucs, machin. Des API, en fait, merci. Des services en ligne qui nous fournissent des données. Voilà. Merci. Il y a des services qui fournissent des données, hein, oui, des accidents. Justement. Donc il fallait sur Internet. Donc là, je ne l'ai pas emmené. Donc, mais qui fournit à peu près là où il y a plus d'accidents. Justement, parce que on avait travaillé dessus et il y a le site du gouvernement, je ne sais plus lequel, mais c'est gouv.fr, après il faut chercher. Il y a une liste d'accidents répertoriés en France, depuis même 2005, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, nous, on avait récupéré des données de 2007 à 2021. 2017 à 2021, et on avait filtré sur que la Guadeloupe. Bon, nous, notre sujet, c'était pas les routes accidentogènes à proprement parler, mais je pense que c'est possible. Si on fait du traitement, si on peut le faire nous-mêmes en tout cas. C'est ce que je voulais dire. La localisation de l'accident, ou juste ouais, le fait qu'il y a... avait le nombre. Parce que c'est vrai que selon comment les données sont faites, soit tu as juste la zone où l'accident a été fait, soit tu as vraiment la localisation exacte, etc. Ben pour le coup, c'était très détaillé. Il y avait la rue, la commune, les usagers, le type d'usagers, le type d'automobiliste. Enfin, je pense que c'est possible si vraiment on s'y met, quoi. Mais c'est nous-mêmes, c'est pas fourni directement par un organisme, quoi. Ok. Et est-ce que dans ton étude, justement, ça coïncidait, tu trouvais que ça coïncidait avec l'emplacement des radars? Comme j'ai dit, notre étude ne portait pas sur quel lieu était plus accidentogène, donc ce n'est pas des données qu'on a vraiment regardées, mais je pense qu'a priori, il n'y avait pas forcément de lien. D'ailleurs, on pensait qu'il y aurait eu plus d'accidents sur piste mouillée quand il pleuvait, mais au final, pas du tout. C'est des accidents quasiment que... Même pas, mais il y a très très peu d'accidents quand il pleut, quoi, en fait. Ah, il y a moins d'accidents quand il pleut que quand il fait beau temps. Ouais, c'est ce que les données ont dit, en tout cas. Les données, quand il pleut, il y a davantage. Il y en avait plus, en tout cas sur les données qu'on a eues. Après, peut-être que vous avez des données. Ouais, c'est à surveiller parce qu'on est à peu près sur ce genre de data-là. Ouais. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Sur les zones accidentogènes où on a passé des radars, je suis pas convaincu. Après, faut voir. Miguel. Pour blaguer, pour répondre à la question de Daryl sur l'histoire de... En fait, ce dont tu as parlé, en fait, ça s'appelle la marge technique. Et en gros, c'est la marge durant laquelle on va estimer que tu n'as pas dépassé la vitesse. Donc, je vais juste prendre un exemple. Par exemple, si la vitesse est limitée à 50 km/h, on va dire que la tolérance, c'est 5 km/h. Donc, si tu roules, par exemple, entre 50 km/h et 55 km/h, en théorie... Non, tu n'as pas d'amende. Je dis bien en théorie. Entre 50 et 55, donc, pas dit Miguel, dis-moi, au pays. Non, c'est ça. Parce que tu as vitesse, bref. Non, pas dit où tu peux aller. Vitesse retenue. Non, voilà. Non, c'est ça, c'est bien ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, la vitesse affichée sur le véhicule n'est pas spécialement la vitesse enregistrée par l'appareil, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'a dit. Mais il y a deux vitesses, il y a la vitesse qu'on t'a flashée et la vitesse retenue, effectivement. Donc il y aura au PV là 56. Donc, enfin bref. Donc on a une petite marge. Donc je vous présente un petit tableau là. En gros, c'est un tableau qui présente, et ça m'a choqué, les victimes d'accidents de la route dans l'Union européenne. Et donc, en gros, les chiffres, en fait, ce que vous avez dans la première colonne, ce sont les pays, et les autres colonnes, ce sont donc les années. OK? Donc, les chiffres qui correspondent, par exemple, 39 en 2016 pour l'Allemagne. Donc, en fait, c'est 39 personnes qui sont mortes par million d'habitants en Allemagne. D'accord. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est bon. Donc, ça veut dire que pour 1 million d'habitants en Allemagne, il y a 39 personnes qui sont mortes en 2016. En 2021, en Allemagne, 31 personnes sont mortes pour 1 million d'habitants. OK? On va prendre pour la France, on est sur du 54 en 2016. En 2021, on est sur du 45. Donc, retenez bien ces chiffres-là. Donc, on est sur du entre 50 et 45. D'accord? On peut aller sur la suivante. Pour rappel, la démographie de la Guadeloupe, elle est de 300 000 à 400 000 habitants. Donc, normalement, théoriquement, en proportion égale, on devrait être sous la même dynamique. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Concrètement, entre janvier
Et février-mars, entre janvier et mars, il y a eu 9 tués en Guadeloupe en 2023. Donc ça veut dire que avec une population inférieure, on a plus de morts. Donc forcément, en fait, ce que je voulais démontrer un peu à la population, en fait, selon ma théorie, je ne suis pas en train de défendre l'état de ça. Hein. Selon ma théorie, il serait logique qu'il y ait plus de radars en Guadeloupe, à proportion égale, enfin, par rapport à la superficie, qu'en France, puisque là, concrètement, il y a plus d'accidents mortels en Guadeloupe qu'en France. Que même dans l'Europe, en fait. Oui, mais après, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est ça le... Ah ouais, pas ni pour facteur à prendre en compte, Harold. Comment tu expliques déjà, les Allemands font moins d'accidents, ils n'ont pas de limitation de vitesse sur autoroute, par exemple. Donc eux, ils font du 300 si ça leur fait plaisir. Pourtant, ils font moins d'accidents que les Français. Donc, mais peut-être parce qu'ils ont des routes pour faire du 300. Oui, et si nous, on roule à 300? Mais c'est un facteur à prendre en compte. L'entretien des routes, déjà. Voilà, l'entretien des routes, les routes de France, c'est pas les routes de Guadeloupe. On est d'accord ou pas? Je suis d'accord avec monsieur. On est d'accord ou pas? Et on est d'accord. Mais ça, ça dit que là, c'est un peu... il y a des paramètres à voir dedans. C'est que lorsqu'on a un permis en Allemagne, ben, c'est précieux. Même s'il fait du 300, il ne va pas faire de conneries. Puisqu'il va perdre le permis et on ne sait pas quand est-ce qu'il aura. D'accord. OK. Ah, donc la législation est plus dure. Voilà. Alors qu'ici, on entend, on écoute toutes les semaines le nombre de permis qu'on retire. Mais le lendemain, ces gens-là, ils n'ont pas de permis, mais ils sont en voiture. Ou bien ils font des stages de récupération de points. Ça, c'est facile. Même sans stage, ils conduisent quand Oui. Nous savons ça. Mais on a aussi la voie légale où tu peux récupérer tes points assez facilement. Tu fais le stage pendant 2 jours et tu récupères 6 points. Oui, mais ça veut dire que si tu perds tous les jours, et le stage, c'est une fois par année. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. On va chercher le truc et on va récupérer des points. Donc déjà en Allemagne... Et on ne récupère que 4. Oui. C'est 4. 4. Ok. Et là, pour un feu, on en perd 6. Alors, donc, c'est le coup. Donc, si vous voulez, ça dit qu'il y a la loi... Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est que des fois, il y a beaucoup de tolérance. Et cette tolérance nous permet de faire des conneries. Ah, donc tu dis que si on était plus strict, plus sévère... Il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça d'accident. Voilà, ça dit que là, on fait des conneries et on sait que... Je vois des gens qui roulent et sans permis. Quand la personne roule sans permis, il sait qu'il n'a pas de permis. Et quand il roule, il est anxieux. Pourquoi il ne sait pas s'il va rencontrer des gendarmes? Et ça fait faire des conneries. Voilà, le stress supplémentaire qui fait faire des conneries sur la route. D'accord. Voilà. Et d'où là aussi, nous avons des accidents parce que la peur de est-ce qu'il va m'arrêter, tu ne peux pas m'arrêter. Donc il y a tout ça, effectivement, il faut aussi à prendre en compte. Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser parce qu'on va réinstaller les radars très prochainement. Ils voulaient en mettre une centaine quand même sur le territoire. C'est pas un peu trop quand même? 100 radars pour un petit territoire comme le nôtre, même si en termes de ratio, on n'est pas très bon. Moi, je sais, je vais répondre à ta place parce que je sais qu'est-ce qu'il va dire, puisqu'il me l'a dit. Mais tu peux les laisser parler quand même, Miguel, s'il te plaît? Merci bien beaucoup. Allez-y. Allez-y, monsieur Bergeron. C'est vrai que c'est un peu trop, donc c'est vrai que ça fait peur. Mais je dis même pas que ça fait peur, puisque depuis le 1er jusqu'au 2, on a déjà un flash fixe, près de 7000 flashs. On n'est que le 2 avril. Alors, il n'y a pas beaucoup de radars. Il n'y a pas beaucoup. On a déjà, je ne sais pas, la question doit être posée au conducteur, mais... C'est là où, effectivement, on arrive à une autre problématique. Monsieur Bergeron, c'est que vous me dites justement qu'il y a 7000 flashs qui ont été réalisés, mais il n'y a pas 7000 accidents, il n'y en a pas beaucoup qui se produisent. Mais ces 7000 flashs-là, c'est 7000 amendes qui vont dans les caisses du gouvernement. Est-ce que finalement... Et qui financent les radars. Et qui financent les radars. Oui. Mais est-ce que finalement, on n'est pas plus en train de financer des machines, des appareils, des choses, et de taxer le concitoyen plutôt que de vraiment résoudre le problème de l'accidentologie sur les routes? Dans ce sens, je vois. Mais je dirais autre chose. Excusez-moi de dire, c'est que
Si nous savons que l'argent qu'on va donner au radar permet de financer, de mettre dans les poches, il suffit de respecter la limitation de vitesse. Oui. Il n'y aura pas de flash de radar, donc il n'y aura pas d'argent dans les caisses. Oui. Donc ils vont enlever les radars, puis ça ne sert à rien. Ils vont le mettre dans d'autres pays. Mais en 10 autres, c'est ça qui est 10 autres. Mais comme ça, pas fait écouter. C'est sûr. Mais c'est vrai que sans, ça effraie. En théorie, c'est pas fait aussi pour entretenir les routes, cet argent-là? Oui. Aussi. Donc, s'il y en a, bon, ben, c'est fait pour. Du coup, on peut aussi investir. On peut aussi investir sur nos routes pour qu'on puisse avoir moins de chances de mourir quand même. Déjà, moins de trous. Moi, je dirais moins de trous sur les routes. Plus de marquage au sol, parce que nous, l'idée là, ça va nippon séparation. Oh mon Dieu. Éclairage public. Oh mon Dieu. Qui n'est pas éclairé, c'est dangereux. Donc, il y a beaucoup à revoir. Hein. Oui, j'espère le contraire. Hein. Il y en a. Hein. Donc vous travaillez sur le comportement. Le comportement des automobilistes. Des conducteurs. Il faut falloir faire attention. Quand on voit je ne sais pas si je dirais motards, hein, mais quand je vois des gens à vélo Salomé entre les voitures, c'est un peu dangereux. Ça c'est des mauvaises habitudes. Voilà, donc, déjà que l'interfile, c'est pas très recommandé, mais le slalom, c'est encore pire. C'est vrai que les deux roues doivent faire très attention, parce qu'ils n'ont pas de protection, donc vous finissez vite à la mort, donc il faut faire très attention. Pourtant, ils le savent. Oui, mais frisson, alors, c'est ça le problème. Je voudrais juste rajouter quelque chose, quand même, c'est sur le mythe en fait des femmes au volant, parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est avec ferveur, comme on dit, que c'est les femmes qui sont responsables de tous les accidents qui sont sur la route. Ah c'est faux, c'est faux. Ben, justement, j'ai été choqué. C'est vrai? Non. À 100%, mais non, c'est pas vrai en fait. Non, c'est pas vrai. Très bien. J'ai été choqué quand même, parce qu'en fait, tu vas constater que c'est principalement en fait, les hommes qui sont responsables des accidents. Il y a même des fois plus de 50% des hommes qui sont responsables des accidents, que ce soit des accidents mortels ou que ce soit des accidents non mortels en fait. Par exemple, tu as 84% d'accidents mortels qui sont liés aux hommes, 91 conducteurs alcoolisés qui ont tué des gens. Donc je pense que quand même, il faudrait qu'on se remette en question. Moi le premier, je ne veux pas mentir, mais c'est quand même des vies qui sont en jeu. Et donc les femmes sont déjà plus responsables que nous. Ça, c'est... Alors c'est pas ce qu'il faut conclure de ça. Moi, les chiffres sont clairs. Les chiffres sont clairs. Je pense qu'il y a d'autres facteurs. Il faut voir aussi combien d'hommes conduisent par rapport au nombre de femmes. Parce que si jamais tu as plus de chances de trouver un homme qui conduit, c'est normal que tu trouves plus d'hommes qui font d'accidents. Mais il y a quand même plus de femmes sur le terrain. Donc ce serait normal qu'on trouve plus de femmes. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas conduire. Donc, ils n'ont pas forcément le permis, de choses comme ça. Non, c'est des choses qu'il faudrait qu'on arrive à estimer assez précisément. C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées reçues, mais tout ça, c'est pas forcément vrai. C'est comme il y a 30% des accidents qui sont causés par des personnes alcoolisées. C'est bien ça. Est-ce que tu as le chiffre? Je crois que c'est aux alentours de 30%. Oui, 30%. Dans les 30%. Et il y a quelqu'un qui disait que s'il y a 30% des accidents qui sont causés par des personnes alcoolisées, ça veut dire que les 70%, ils étaient sobres. Ils étaient sobres. C'est ça. C'est des personnes qui boivent de l'eau. Donc mon gars boit de l'eau, qui a fait accident aussi. Donc c'est là où on voit qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur tout le monde en disant que tout... Effectivement, on peut être un peu éméché, mais pas forcément faire un accident, mais c'est le comportement avant toute chose. La responsabilité qu'on prend en prenant la route justement qui compte plus que le reste. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord. Est-ce qu'on peut faire juste un jeu? On a le temps de faire un petit jeu? Jordan a dit non. Jordan a dit non. Donc Méline, tu reviens la semaine prochaine. Merci Harold. C'est pas exactement comme ça que ça se fait, mais... mais là, on doit remettre ça à la semaine prochaine. Ce serait bien qu'on fasse un petit point sécurité routière de temps en temps. On vous réinvitera, monsieur Bergeron. Et surtout à l'installation des radars. Vous allez recevoir les plaintes des Guadeloupéens, parce qu'il y en a beaucoup qui seront en colère. Et vous craignez pas qu'on remette le feu dans tout ça? Oui, mais ça, regardez, ils les remettent, ces radars. Avec quel argent? Avec notre argent? Voilà. Mais ils vont crever ma poche, monsieur Bergeron. Ils vont crever nos poches. Il suffit de rouler moins vite. Respecter la limitation de vitesse. Il est fait pour
C'est vrai. Respecter la limitation de vitesse. Respectons, soyons disciplinés, c'est vrai. On aura moins d'accidents. Sur ce point-là, on ne peut pas vous contredire, on ne peut rien dire là-dessus si on respecte la limitation. Il n'y a pas de quoi avoir de soucis. Mais je tiens quand même à souligner, je ne sais pas pour vous, mais je suis plus serein sur les routes depuis quelques mois. Parce que les radars, ça stresse ça, quand même. Hein. C'est un petit peu... Même si on est dans les clous, hein. Mais ça stresse et ça nous pousse des fois à donner des petits coups de frein alors qu'on est déjà dans la limitation. Vous voyez, on a des petits coups de stress, des petits coups de chaud de temps en temps. Mais là, je me sens bien puisqu'on peut rouler. Oui, c'est vrai. Bon, si je peux me permettre, je voudrais porter force et courage justement à un membre des grands frères, dont Onel, par rapport à sa fille, qui, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est actuellement. Est-ce qu'on lui a donné il n'a pas pu, il ne peut toujours pas voir sa fille. Donc, pour faire un topo téléspectateur, on a donc Noël Dufour, qui s'appelle aussi O'Neill, son nom d'artiste. Donc, il a reçu une autorisation du juge pour rendre visite à sa fille, puisqu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Et visiblement, on ne laisse pas accéder à la chambre, on ne laisse pas être au chevet de sa fille. Dans un premier temps, ils ont donné des excuses sur l'escorte, qu'il n'y avait pas de personne pour l'escorter jusqu'à l'hôpital. Tu sais, quand j'ai entendu qu'ils se sont envoyés tous à balle, je me suis dit, mais les gars, c'est pas un terroriste. Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais il a le traitement, il a le traitement. Et il a le traitement comme si c'était un terroriste d'État, alors qu'il n'est même pas encore jugé. Donc, il n'est pas encore jugé, et je le dirais très clairement, O'Neill, c'est un des seuls qui est prêt à témoigner justement à sa sortie de prison. Donc on le retient, mais on ne pourra pas le retenir indéfiniment. Mais en tout cas, lui est prêt à raconter tout ce qui s'est passé. Et force et courage pour finir rapidement avec la famille de Claude Jean-Pierre et aussi aux suspendus qui, j'espère, d'ici la fin du mois, ou je pense que ce sera plus en mai, pour enfin retrouver leur... On verra. On verra. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra. Sincèrement, vendredi, j'ai eu une réaction déjà. Bon, j'ai fait une sortie, effectivement. Bon, tout le monde l'a entendu sur le président de la République. Mais ça a beaucoup fait suite à des tweets qui ont été faits dans la journée, notamment ceux de François Braun, ministre de la Santé, qui clairement va jouer au jeu du retardement de la réintégration des soignants. Donc, il s'est permis de tweeter certaines choses, de donner un peu trop son avis sur cette question-là, j'ai l'impression. Et effectivement, bon, ils vont retarder le processus. Donc on verra, 1 mois, 2 mois, on ne sait pas. En tout cas, ils vont devoir encore tenir quelques temps, puisque le gouvernement est obligé de les réintégrer dans tous les cas. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus sur le plateau ce soir pour cet échange. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Monsieur Bergeron vous l'a dit, ne vous inquiétez pas, les radars seront de retour, mais respectez juste la limitation de vitesse et tout devient bien se passer, effectivement. Évitons les amendes. Hein. Bonne soirée à vous.